On ne met pas son passé dans sa poche, il faut avoir une maison pour l'y ranger. C'est ce qu'on peut lire dans La nausée de Jean-Paul Sartre. Ranger, trier, épurer, des injonctions répandues sur les réseaux sociaux et puis dans l'air du temps, qui valorisent les plus ordonnés, voire les maniaques du rangement, et culpabilisent les collectionneurs de piles et autres décos surchargés. Marie Kondo aurait-elle, par exemple, révolutionné notre perception de l'habitat ? En tout cas, si trier ses affaires nous rendait plus légers, c'est la question que nous allons tenter d'explorer aujourd'hui dans cette émission Quête de sens, pendant ces 52 minutes, avec mes trois invités qui sont, pour commencer, Laetitia Valentin Dulac. Bonjour Laetitia. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous êtes ancienne consultante pour Marie, fondatrice d'Espace. Vous accompagnez des professionnels et des particuliers dans l'art de vivre bien, tout simplement. L'art de vivre avec ses essentiels pour ralléger l'espace, libérer l'esprit en adoptant une consommation plus raisonnée, puisqu'on va voir que tout ça va ensemble. Vous accompagnez donc en plus vos clients dans l'organisation de leur espace de travail ou de vie, une fois ce travail de tri réalisé. On voit bien que c'est par étapes, on va le voir aujourd'hui. Nous sommes également en compagnie de Marie Quéru. Bonjour Marie. Bonjour Marion. Ravie de vous recevoir. Pareil. Vous êtes ingénieure en agriculture, diplômée de l'ESSEC. Vous avez fondé La Rangeuse pour aider les personnes non pas à se rencontrer, mais à vivre mieux. Parce que vous savez, les arrangements, je sais pas, oui, non. entremetteuses, non, Rien à voir, effectivement. À vivre mieux avec moins, vous conseillez les entreprises, les marques, mais aussi les particuliers, vous aussi, à travers des programmes de formation en ligne, des conférences, des accompagnements sur mesure. Vous proposez aussi d'expérimenter votre protocole l'écologie d'intérieur. On va voir ce que c'est pour mieux vivre et travailler. Vous animez le compte Instagram La Rangeuse, dans lequel vous transmettez au quotidien votre philosophie de vie, de l'essentiel et des conseils pour vivre mieux avec moins. Et donc on peut découvrir votre ouvrage L'écologie d'intérieur, vivre mieux avec moins chez Erol, trier plus pour ranger moins, le guide pratique de l'écologie d'intérieur chez Erol, c'est ça. Ça, c'est le second. C'est le second livre, le dernier. Précieuse Bible, si je puis dire, pour commencer, pour apprendre à qu'est-ce qu'on commence par quoi dans sa vie, pour une fois qu'on dit moi je veux faire le tri, je veux faire le tri, je veux faire le... Ma sœur m'a dit ça hier, j'en ai marre, il y a trop, il y a trop dans ma vie, il y a trop dans mon appart. Voyez comme quoi on est tous un peu dans cet état d'esprit. En ce moment, y a-t-il un hasard? On va le voir avec vous, Annie Lemo. Annie Lemo, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous Annie. les auditeurs et auditrices. Alors vous étiez, non pas, vous me disiez comment peut-on dire, vous n'êtes pas de nature désordonnée, mais ça vous a quand même aidé à un moment donné de faire un petit peu le tri de vos placards, au sens propre de vos placards. C'est ce que vous me disiez avant de commencer l'émission, Annie. Oui, tout à fait. Plus exactement, ça a correspondu. Donc j'ai écouté l'émission que vous aviez fait il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans avec vous, Laetitia. Voilà, et ça m'avait énormément... je m'étais dit, mais il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Dès que je peux, il faut que je fasse ça. Et le dès que je peux, ça a été janvier 2024, où j'ai commencé ma retraite. Ouais. 3 semaines après, je commençais avec Laetitia. Voilà. Et vous n'étiez pas très désordonné, mais il fallait faire quand les gens rentraient chez moi, ils me disaient toujours que mon appartement était harmonieux. Mais vous vous sentiez pas bien mais j'avais trop de choses dans les placards, beaucoup trop de choses. Un syndrome complètement, mesdames, Marie Quéru, je m'adresse à vous, et Laetitia Valentin Dulac, c'est vraiment dans l'air du temps, cette espèce de syndrome. Alors, de Diogène, sans aller jusque-là, si je vous dis syndrome de Diogène, vous me dites « Ah oui, on est, je sais pas quoi, on est 80-70%, Marie moi, je ne donnerai pas de chiffres sur le syndrome de Diogène. Par contre, il est certain qu'on vit tous dans une société de surabondance et de surconsommation, et dans laquelle, à la fois, nos espaces se retrouvent encombrés par le trop-plein, nos espaces physiques, effectivement. Ça peut être notre espace vital, mais aussi l'intérieur de nos placards, c'est-à-dire... ça ne se voit pas forcément quand on arrive dans une maison, mais on le ressent quand on va ouvrir nos placards. Mais de la même façon aussi, nos emplois du temps sont surchargés par le trop-plein de ce que j'appelle les objets immatériels. Et donc, de la même façon, en fait, ce trop-plein, il s'exprime à la fois dans notre intérieur et du coup dans notre intériorité, puisque forcément, on sent ce que j'appelle moi une pollution mentale qui vient s'ajouter à la pollution visuelle et à la pollution environnementale. Et tout ça crée un épuisement qui fait qu'effectivement, il y a ce sentiment, même si la maison n'est pas totalement surchargée à première vue, on a quand même un sentiment de trop-plein qui nous épuise autant qu'il épuise les ressources de la planète. Ouais, donc c'est pas là où c'est marrant parce qu'on est en train d'évoquer d'aller au-delà du
tempérament un petit peu du collectionneur, quoi. C'était gentiment dit, mais le syndrome de Diogène, on a l'impression que c'est lié à un tempérament, à une personnalité, à un trait de caractère. Et en fait, vous êtes en train de nous dire que c'est carrément sociétal. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Laetitia? Vous êtes complètement. Je partage complètement le point de vue de Marie. Et pour revenir à la question de départ, qui est en quoi le fait de trier nous permet de nous sentir plus légers. Trier va effectivement permettre de libérer évidemment l'espace physique et notre espace mental, et va nous permettre aussi de nous confronter. Ce travail est hyper intéressant parce qu'il permet de se confronter un peu à soi-même, de faire des choix. Faire des choix, c'est pas facile pour beaucoup de personnes. C'est vrai, ça. Choisir, ça veut dire aussi renoncer, et donc c'est un exercice. Je suis complètement d'accord avec ça. Si tu me permets. Pour moi, choisir, c'est pas renoncer, c'est sublimer, au contraire. C'est-à-dire, je veux pas couper Laetitia dans son propos, donc je la laisse finir, mais quoi alors après, attendez, sublimer quoi? Juste après on revient à Laetitia. Alors, c'est intéressant ce que dit Marie, parce que effectivement, alors pour moi, effectivement, choisir, ça peut être renoncer à certaines choses, pour effectivement extraire de tout ce qu'on possède l'essentiel, et avoir cet espace, recréer cet espace, réapproprier l'espace pour sublimer ce qu'on a conservé, ce qui nous est essentiel. Ouais. Et Marie, vous voulez dire quoi par c'est exactement ça. C'est en fait qu'aujourd'hui, du fait de cette société de surabondance dans laquelle on accumule et on a tant de mal à se séparer, et moi, mon fer de lance, c'est vraiment d'aider les personnes à réussir à se séparer d'objets, et c'est très difficile, et peut-être qu'on y viendra, mais il y a plusieurs facteurs, selon moi, qui font que c'est si difficile de se séparer d'objets, et notamment un facteur physiologique qui est assez peu connu sur le fonctionnement de notre cerveau. Et donc, on se retrouve, entre guillemets, enseveli sous les objets. Alors, sans être sur un cas de syndrome de Diogène où vraiment, concrètement, prosaïquement, on est enseveli sous les objets, là, l'idée, c'est de se dire qu'effectivement, quand on a trop, eh bien, du coup, rien ne ressort vraiment. Et rien ne prend la lumière vraiment. Et c'est en ça que je dis choisir, c'est sublimer. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va demander de faire des choix, ça va demander de se confronter à soi-même, et c'est pour ça que je parle d'intérieur et d'intériorité, mais ça va au final permettre de mettre en lumière ce qui est vraiment essentiel pour nous, ce que j'appelle nos essentiels, qui ne sont pas forcément que des objets nécessaires, et mes essentiels ne sont pas vos essentiels, et c'est ça la beauté de l'exercice, c'est que ça permet d'exprimer sa singularité. Alors vous allez trouver que je passe du coq à l'âne, mais ça m'intéresse de rebondir sur les fameux placards d'amis. Vous voyez, parce que là, c'est une espèce de points complexes, parce que en fait, visuellement, on les voit pas. On voit pas ce qu'il y a dans nos placards. Qu'est-ce qu'on en fait, mesdames? Marie, qu'est-ce qu'on en fait? Alors Laetitia veut répondre. Enfin non, on voit pas. À première vue, on le sait, mais et c'est important de savoir effectivement ce qu'on a à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Et puis avoir des placards organisés où quand on cherche un objet, on le trouve de manière assez simple, et surtout d'aimer tout ce qu'on a dans nos placards. Alors les placards des vêtements, mais ça peut être aussi dans les placards de la cuisine, ça peut être dans tout ce qui est caché à première vue. D'aimer tout ce qu'on a. D'aimer tous les objets qu'on possède, c'est important, et c'est ce travail de tri qui permet de faire la différenciation entre ce qu'on aime et ce qui nous est important, ce qui nous est essentiel, et ce qui est de l'ordre du superflu et dont on n'a pas besoin en fait pour vivre, pour avancer, Version de Marie? Moi, je pense que c'est pas parce que... Enfin, je suis d'accord évidemment avec ce que dit Laetitia. D'accord. Non, mais quand je ne le suis pas, je l'ai dit, donc pas de problème. Ouais. Mais ce n'est pas parce que c'est caché que ce n'est pas important. D'abord parce que ces placards, on les ouvre, et on les ouvre très quotidiennement. Donc au final, on le voit. Ça, c'est le point, on va dire, le plus basique. Quand on a des enfants, alors là, on les ouvre. Voilà. Après, quand bien même, on les ouvrirait pas si souvent. Je prends l'exemple d'une cave, d'un grenier, d'un sous-sol, que sais-je. Malgré tout, on sait que c'est là. On sait que c'est là, et je vais faire un parallèle qui va peut-être vous sembler un tout petit peu capillotracté, mais pour moi, c'est une vraie réalité. C'est comme les pensées que l'on a et l'inconscient. Le fait qu'on ait des pensées qui sont stockées dans notre inconscient ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là et qu'elles ne sont pas dommageables. Bien au contraire, c'est souvent ce que l'on refoule qui est le plus dommageable. Et c'est intéressant de faire ce parallèle pour se dire, en fait, il ne suffit pas juste de cacher derrière une porte de placard pour se dire « ça y est, j'ai géré le problème ». Ça, c'est mettre la poussière sous le tapis. Et c'est ce que moi, j'appelle la pollution mentale. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le sentiment, quand on met derrière des portes de placard, qu'on a géré ce que j'appelle la pollution visuelle, c'est-à-dire que
visuellement, la partie de l'iceberg semble invisible, mais en fait, on a tout le dessous de l'iceberg. Et ça, c'est la pollution mentale. Et c'est beaucoup plus large, et ça a un impact bien plus dommageable, justement parce que c'est pas visible et que du coup, on n'y prête pas attention, que c'est important. Et le meilleur exemple pour moi, c'est le poids du numérique. Le numérique, il prend pas de place. Vos emails, vous les voyez pas. Et pourtant, rien que de savoir que vous avez 12 500 emails non lus ou lus et pas triés, ça vous prend la tête. Vous voyez la tête que vous avez fait tout de suite immédiatement. Et donc, c'est bien la preuve que c'est pas juste une question de j'ai de la place, j'ai pas de place, je le vois ou je le vois pas. Ça va beaucoup plus loin que ça. Annie ? Alors, je suis tout à fait d'accord. Moi, en fait, j'ai arrêté de travailler un petit peu avant que j'aurais dû parce que j'étais en surcharge mentale au travail parce que je gérais 70 personnes et qu'à l'hôpital, il manquait tout le temps du monde et que c'était très dur. Et j'avais besoin de m'alléger. Je sentais vraiment mentalement que j'avais besoin de m'alléger et que ça a participé à mon allègement. Et je rebondis sur ce qu'a dit Marie parce qu'il y a eu un super boulot qui a été fait. J'avais besoin d'être accompagnée, qu'on me donne le rythme, qu'on me donne la méthode. Et vraiment, je n'ai pas du tout regretté d'avoir fait ça avec une personne comme Laetitia qui m'a accompagnée. Mais vous voyez, 2025, je me suis dit, c'est l'année numérique. Autant j'ai fait tout ce qu'on peut dire, tous mes placards et toute mon organisation. Et cette année, j'ai dit à Laetitia, quand on s'est parlé, j'ai dit, voilà, ce qui reste maintenant, c'est l'ordinateur, le téléphone. Toute cette partie-là, je le fais pour 2025. Je ne pensais pas aborder ça dans cette émission. Je le fais pour 2025. J'ai dit, je veux bien venir témoigner, mais je dirais que je n'ai pas complètement fini. J'ai fait vraiment... Le cahier des charges a été rempli, parce que moi, j'avais aussi besoin de faire de l'espace pour pouvoir faire des locations. Vous, c'était plus ça, en fait. Locations saisonnières. Donc, voilà, je suis très contente. Mais au niveau de ma surcharge mentale, il en reste. Et je sais que c'est 2025. Allez-y, Marie. Ouais. Ah non, pardon. Oui, non, mais c'est intéressant. Pardon, je suis désolée, je suis nulle en prénom. J'ai oublié votre Annie, pardon, Annie, je suis désolée. C'est intéressant ce que vous dites. Effectivement, moi, je considère qu'en fait, je l'ai dit brièvement, l'objet, quand moi je prononce le mot objet, pour moi, c'est autant l'objet tangible que l'objet immatériel. Et je considère justement qu'il y a 3 grandes familles d'objets par laquelle on va passer progressivement. On commence par le tangible pur, c'est-à-dire effectivement l'intérieur de vos placards, comme vos vêtements, vos produits de beauté, tout le matériel de la cuisine, par exemple. Puis ensuite, on va s'attaquer à une difficulté supplémentaire, que sont ce que j'appelle les objets frontières. Ce sont des objets qui sont toujours tangibles, qu'on peut toujours tenir dans nos mains, mais qui revêtent une dimension immatérielle plus forte, comme un livre, par exemple. Un livre, ce sont des feuilles reliées entre elles. C'est pas ça qu'on va trier. Ce qu'on va trier, c'est l'information qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Les papiers administratifs, les souvenirs, pour moi, vont dans cette catégorie. Et puis ensuite, il y a une 3e et dernière catégorie d'objets qui est encore plus difficile, à laquelle on ne va pas, effectivement, qu'on va pas aborder immédiatement, qu'est l'immatériel. Et dans l'immatériel, j'y mets tout le numérique, parce qu'effectivement, c'est intangible, on ne peut pas le tenir dans ses mains. Et puis, au-delà, les relations sociales, les finances, nos pensées, bref, tout y passe. Et c'est l'objet de mon second ouvrage, de montrer comment mon protocole, que j'ai décrit dans le premier ouvrage, on peut l'appliquer à toutes les catégories d'objets, depuis ces petites chaussettes jusqu'à ces relations sociales et ses pensées. Laetitia. Oui, c'est ce que je propose aussi avec l'essentialisme intérieur, c'est de revoir le rapport au temps, à l'argent, à toutes les sphères de notre vie, finalement, au-delà du matériel, comme dit Marie, au-delà, il y a tout ce qui nous entoure, en fait, dans notre quotidien, pour simplifier et revenir vraiment à ce qui est essentiel. Et c'est difficile. Alors, c'est intéressant de le commencer par les objets matériels, parce que c'est concret, on le voit. Et puis après, faire tout un travail de réflexion profond, réfléchi autour de notre vie et se poser la question, à un moment donné, peut-être même jusqu'à aller noter sa vie et se dire, comment je noterai ma vie de 1 à 10, est-ce qu'elle me convient et justement, j'arrête pas de toucher ce micro, c'est pas grave. changer un peu les paramètres pour parce que j'allais vous poser une question, ça va vous choquer, mesdames, mais est-ce qu'on peut admettre qu'on peut bien vivre le bazar ou pas ?
Ou l'accumulation, de toute façon, parler de bazar, parce que le bazar, je pense que non. Je pense qu'on est d'accord pour dire que... Je sais pas, Marie moi, je pense qu'on a tous une... J'aime pas du tout mettre les gens dans des cases, maniaques, bordéliques, etc. Je trouve que ça colle des étiquettes qui font que certaines personnes... Moi, j'ai des personnes qui échangent avec moi quotidiennement sur Instagram qui me disent « De toute façon, moi, c'est fini, je suis bordélique, j'y arriverai jamais. Ouais. » Donc, le fait de coller des étiquettes à des gens amène à ce genre de pensées négatives et font qu'on a l'impression que, que le trop-plein, c'est une fatalité. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense, au contraire, qu'on a simplement une sensibilité à la pollution visuelle qui est différente selon chacun. C'est-à-dire que pour moi, ce qui va être le nez au milieu de la figure va ne pas être visible, par exemple, par quelqu'un d'autre. Et donc, en fonction de ça, effectivement, ceux pour qui la pollution visuelle est problématique vont avoir plus envie d'agir. Ils vont peut-être pas savoir comment faire et par quel morceau attaquer, mais en tout cas, ils vont avoir envie d'agir. Ça va leur faire peur, ils vont avoir le sentiment que c'est une montagne insurmontable, mais ils vont avoir envie de le faire. Là où ceux pour qui la pollution visuelle n'est pas un sujet, ils vont bien vivre dedans. Et ces personnes-là, moi, concrètement, qui suis-je pour leur proposer de changer ? En fait, s'ils sont bien dans l'état dans lequel ils sont, il n'y a pas de sujet en réalité. Donc je le verrai plus comme ça. Laetitia est-elle d'accord Oui, je partage tout à fait ce que dit Marie, mais moi je le vois dans le cadre de l'expatriation, c'est un peu mon histoire, j'ai grandi dans l'expatriation, à changer de pays tous les 2-3 ans, enfant, et puis plus tard j'ai continué à avoir un peu ce mode de vie, et les personnes que j'accompagne, je me rends compte ce sont des moments charnières de vie, souvent l'expatriation. Et on se dit, je profite de ce déménagement pour trier. Et puis je me rends compte, je fais le constat que finalement, les gens trient très peu, rapidement, un vêtement qui ne va plus, un objet cassé. Et puis ça part dans des containers, on embarque des mètres cubes d'affaires, on transporte nos vies d'un pays, d'un bout à l'autre de la planète. L'idée, c'est vraiment s'arrêter, de se dire, attends, est-ce que tout ça, ça a vraiment du sens ? Est-ce que j'ai besoin de toutes ces choses-là ? Je les ai toujours eues. Je les ai toujours eues, donc je conserve, j'en ai hérité, donc... Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette profonde réflexion sur qu'est-ce qui est important. Est-ce que je me sentirais pas un peu plus libre, un peu plus léger de transporter avec moi d'un bout à l'autre de la planète ? Toute la vaisselle de ma grand-mère, tous les... c'est ça, en fait, dont on c'est pas parce que c'est la vaisselle de la grand-mère... Délicate, les amis, question délicate. C'est très délicat, mais c'est un travail qui est hyper intéressant, qui permet aux gens d'avancer dans leur vie, de lever des barrières. Voilà. Eh bien, écoutez, soyons ordonnés côté temps. Il y a du boulot. La facture d'électricité de Mieux Sec. On se retrouve juste après. À tout de suite. J'ai pris peur de tes baisers, comme on prend peur des araignées. Je ne savais plus où me planquer, le fond du trou, l'envie de gerber. Je n'ai toujours pas payé la facture d'électricité. Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver? Nous ne sommes plus les mêmes depuis samedi dernier. Tu sais, je l'avais pourtant rangé avec l'échographie du bébé. Ne me secoue surtout pas, car je suis plein de larmes. J'ai perdu la force de prendre les armes. J'ai perdu la foi, j'ai perdu mon âme. Qu'est-ce qui a bien pu se passer depuis que je me suis fait licencier? Je perds la tête dans mes pensées, j'en oublie même de te toucher. Ne me secoue surtout pas,
plein de larmes. Je n'ai plus l'écorce, j'ai perdu mon âme, j'ai perdu la foi, j'ai perdu le charme. Ne me secoue surtout pas, car je suis plein de larmes. J'ai perdu la force de prendre les armes, j'ai perdu la foi, j'ai perdu mon âme. J'en arrive même à t'oublier, parfois Clara. J'en arrive même à te trahir, parfois Clara. J'en arrive même à te maudire, parfois Clara. J'en arrive même à te trahir, parfois Clara. La facture d'électricité, mieux sec sur Radio Notre-Dame et RCF. Et on s'interroge aujourd'hui, et si trier ces affaires nous rendait plus légers, même si ça paraît très évident de le dire et de l'affirmer finalement. Dans le concret des choses, dans le quotidien, c'est pas forcément si simple que ça. Voilà, Laetitia Valentin du Lac est avec nous. Elle qui accompagne à l'organisation de l'espace de travail et de vie, puisque souvent on se rend compte depuis le début de cette émission que finalement trier, ça devrait s'appliquer à toutes les dimensions, même à l'immatériel, comme l'évoque d'ailleurs Marie Quéru de son côté, elle qui est l'auteur de 2 ouvrages fondamentaux sur le rangement et le tri, l'écologie d'intérieur, vivre mieux avec moins, et puis le petit dernier, donc trier plus pour ranger moins, puisque ça permet de faire moins d'efforts, finalement trier tout le temps, quoi. C'est ça que vous voulez dire dans votre titre, hein, Marie. Ouais. Le guide pratique de l'écologie intérieure, Audition Erol, pour pas se faire dépasser par un trop-plein. Voilà. Elle qui est ingénieure en agriculture et diplômée de l'ESSEC et qui a fondé donc l'Arrangeuse pour aider les personnes à vivre mieux avec moi, si vous nous rejoignez maintenant. Et enfin, Annie, qui est là pour témoigner de l'avant-après, de cette espèce d'état d'esprit, puisqu'il s'agit, je pense, d'un état d'esprit qui s'apprend à n'importe quel âge, comme nous l'a dit Marie tout à l'heure, même si on a l'impression d'avoir été dans le désordre depuis sa naissance, eh bien non, ce n'est pas une fatalité. On peut devenir, alors je sais pas, on peut devenir ordonné, Marie, on peut aller jusque-là. En tout cas, on peut changer son rapport à l'objet, parce que dans la présentation, vous avez rapidement dit que je faisais du rangement, et je considère que je ne fais pas du rangement, mais j'aide les personnes à changer leur rapport à l'objet, donc leur façon de posséder. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on change sa façon de posséder, on change sa façon de consommer. Et donc finalement, c'est pas être ordonné, c'est pas être... Une fois encore, j'aime pas mettre les gens dans les cases, c'est juste changer son rapport à l'objet et mettre le curseur au bon endroit pour retrouver l'équilibre que l'on avait perdu avec le trop-plein. D'ailleurs, voilà, l'incipit de votre premier chapitre, vous voyez, le but n'est pas de passer du temps à organiser vos vies pour qu'elles soient parfaites, mais de se dégager du temps grâce à notre organisation pour ce qui compte vraiment. C'est dans cela que se trouve la clé de l'équilibre. Ça envoie un peu de rêve, quoi. On se dit, enfin, je vais pouvoir... Mais c'est un rêve accessible. C'est un rêve accessible. D'accord. Et toute la question du rapport à l'objet, de retrouver l'équilibre dans le rapport à l'objet, c'est ça l'écologie d'intérieur. C'est de retrouver cette écologie, justement, de notre intérieur. Alors, on est là pour la vaisselle du 18e Non, je plaisante. La vaisselle de la grand-mère, le petit miroir, ça peut être un petit objet, une petite cuillère, un truc, n'importe quoi, mais ces objets, en fait, dont on hérite, qui transportent avec eux, qui charrient avec eux toute l'histoire d'une famille, d'un nom, que sais-je. Encore, Laetitia, Marie et Annie. Laetitia, c'est vrai que c'est pas simple de se décider. On en parlait hors antenne avec Annie, qui nous racontera à quel point ça a été difficile. Et c'est encore difficile parfois de se séparer d'objets auxquels nos anciens ont tenu, et puis peut-être nous-mêmes aussi. Ah oui, parce qu'en fait, quand on est face à un objet, pour prendre l'exemple de la vaisselle, il y a plein d'injonctions. Le fait qu'on en ait hérité, que ça fait des années que c'est dans la famille, et prendre cette décision de se dire c'est moi qui vais être responsable. Et puis il y a souvent, alors ça peut être une histoire de valeur monétaire. Il y a plein de choses en fait qui remontent au moment de faire les choix qui sont un peu contre-productifs et qui vont faire qu'on va pas prendre la bonne décision. Et apprendre à s'écouter réellement sans prendre le regard des autres, sans vraiment être concentré sur soi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un exercice difficile, et donc mais le faire va permettre de libérer d'un poids, et c'est pour ça que en se libérant des objets
qui, oui, ont leur histoire, ont leurs valeurs, etc., mais qui ne nous correspondent pas. Juste accepter que ce n'est pas nous, que ça ne nous correspond pas, qu'on n'en a pas forcément besoin, que ça ne nous est pas utile. Ouais. J'attendais après. Eh bien, voilà, c'est faire le choix de s'en séparer sans être dans le regret, etc. Et ça permet, très, très honnêtement, une fois qu'on a commencé à le faire, après, ça devient tellement une évidence qu'on se dit, mais comment j'ai pu, pendant tant d'années, m'encombrer de cadeaux qui ne me plaisaient pas, de choses que j'ai achetées un peu de manière impulsive. En fait, c'est tout ça, c'est remettre un peu en question cette façon de faire, qui est en fait pas la façon à laquelle on adhère, mais qui est un peu un phénomène de société, j'achète, je consomme parce que voilà, j'ai toute la société autour de moi qui me pousse à ça et se recentrer sur soi et vraiment dire ok, c'est quoi l'essentiel. Ça touche à des choses très profondes, hein. On le sent, Marie-Caro, à ce niveau de l'émission, quand on vous entend toutes les trois là. Oui, alors, moi je considère qu'il y a 3 facteurs qui impactent le rapport à l'objet. Et effectivement, Laetitia l'a dit en partie, hein, il y a un premier facteur qui est familial, dans lequel se loge toute la partie émotionnelle. Il y a un premier facteur qui est culturel, dans lequel se loge la partie plus rationnelle. Je vais y revenir. Et puis, il y a un troisième facteur qui, pour moi, qui est sur lequel est basé mon protocole, qui est un facteur physiologique. Et le facteur physiologique, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Et il utilise les 2 autres facteurs, émotionnels et rationnels, pour nous faire conserver l'objet pour de mauvaises raisons. Alors, allez-y là-dedans. Alors, le facteur émotionnel, effectivement, c'est le fait que c'est un héritage familial. On a le sentiment que si on se sépare d'objets, on se sépare du lien, et qu'on est déloyal. Tout à fait. Le facteur culturel, c'est le fait qu'on est dans une société qui est plus une société de l'avoir que de l'être, et que plus on consomme, plus on sera heureux. En tout cas, c'est ce que le récit collectif veut nous faire, nous faire croire. Nous faire croire, exactement. Et puis, il y a plein de dimensions, mais là, on n'aura pas le temps, je pense, d'aller en profondeur là-dedans. Mais après, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que dans une situation qui remonte à celle de nos ancêtres, une situation de survie, un objet pouvait être utile. Un objet pouvait être utile à notre survie, et donc on a été quelque part conditionné par la théorie de l'évolution, par la main invisible de la sélection naturelle, à conserver des objets. Parce qu'effectivement, dans un monde hostile où tout peut manquer, c'est plus, on a plus de chances de s'en sortir si on a plus de nourriture, si on a plus de choses pour nous protéger des intempéries, si on a plus d'informations, l'intangible fonctionne là également, sur notre environnement pour nous protéger. Et donc nous sommes tous ici les descendants de ceux qui ont accumulé. Parce que ceux qui n'ont pas accumulé n'ont pas survécu, ils ne sont pas là pour en parler. Et donc finalement, c'est en ça que c'est un facteur physiologique, c'est que notre cerveau nous pousse à conserver des objets pour notre survie. Dans son logiciel à lui, si on se sépare d'objets, on se met réellement en danger de vie ou de mort. Donc il va venir convoquer d'autres choses pour faire en sorte que notre décision finale soit de ne surtout pas changer, de ne surtout pas se séparer de l'objet. Et donc, par exemple, sur la vaisselle 18e, il va nous dire « Mais oui, mais c'est un héritage, comment tu peux faire ça ?» etc. Il va aller chercher cette fibre émotionnelle. Sur d'autres aspects, il va aller chercher le côté « Mais oui, mais c'est de la marque, tu l'as payé cher, c'est du gâchis, etc. etc. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces raisonnements sont valables. Ils ont l'air très rationnels, très, très, très pensés, mais en fait, ils sont mus par une pulsion de survie qui est vraiment très reptilienne, si vous voulez, un peu notre partie la plus animale, qui fait que, en fait, on le fait pour des raisons qui sont des mauvaises raisons. Et souvent, pour nos enfants, on a une espèce de réflexe. Ah non, mais ce sera pour mon fils. Le fameux, on ne sait jamais, ça pourrait servir. Cette petite phrase, vous le mettez dans la même catégorie que les enfants. En fait, donner à ses enfants plus tard, ou je sais pas. C'est exactement la même chose. En fait, on se trouve toujours des excuses. Pour conserver l'objet. Et on se dit, on ne sait jamais, ça pourrait servir, qui est la traduction de cette peur. Ouais. Annie, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais est-ce que c'est des choses qui... Alors, je n'ai pas d'enfants, mais qui vous parlent. Ce fameux on ne sait jamais, ça pourrait servir, oui, j'ai été élevée là-dedans, et j'ai bien compris ce que disait Marie, je m'y reconnais. Ce qui peut aider, c'est soit de donner à quelque chose qui, pour nous, fait sens. Moi, c'était ma paroisse, les journées d'amitié. Ouais. Et de se dire, certaines choses, moi, par exemple, je vois tous les jours un kimono japonais que je ne mets jamais dans mon armoire. Qui vous a été offert Non, que j'ai acheté avec une amie, une amie qui est décédée. Enfin, bon. On peut comprendre, hein. Voilà, qui est beau. Et quand je le regarde, c'est beau. C'est quand même beau. Donc, c'est pas lourd.
D'accord. vous voulez. Mais je sais qu'il ne me sert pas et qu'un jour, je vais réussir à le donner. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Du coup, Laetitia, quand on avait fait le tri, elle m'avait dit, bon, tout ce qui est affectif, vous le mettez dans un coin, vous y réfléchissez, prenez le temps. Et dès le lendemain, je me disais, non, il y a des trucs là, il faut que je les remette dans la catégorie. Bon, en fait, ça aide. Enfin, moi, ça m'a aidé d'être guidée, et puis de me prendre un peu de temps pour certaines choses. Parce que moi qui n'ai jamais été guidée, j'aurais presque l'impression que tout est affectif, mais bon. Ça, c'est parce que je n'ai pas fait la méthode de Laetitia, ni suivi encore les précieux conseils de Marie. Sans doute, n'est-ce pas, sûrement. Et puis Marie, je dirais qu'au niveau de ma foi, moi, j'avais envie d'aller vers la sobriété heureuse. En même temps, c'est évangélique tout ça, normalement. Ah, mais complètement. On devrait. Parce que de faire de la place, comme ont expliqué Marie et Laetitia, ça laisse de la place pour l'essentiel. La vie intérieure, ouais. Une vie intérieure. Et ça, moi, je le ressens. Ouais. Je l'expérimente quand même l'expérimente. beaucoup dans une société de consommation où on remplace, en fait, on laisse beaucoup de place à des divertissements, pas dans le sens positif du terme. Ce que je veux dire, c'est où on s'occupe en fait par des choses qui sont pas très profondes finalement, et on confond un petit peu l'espèce de petit plaisir fugace qui est provoqué par la consommation, qui est lié à la dopamine dans le cerveau, tout ça. Il y a aussi des explications physiologiques, avec l'espèce de profond bonheur qu'on peut ressentir entouré de ces essentiels, en se disant, voilà, je suis rempli, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Si en plus on ordonne nos placards de façon à ce qu'ils soient aussi beaux que dans les magasins, le merchandising, c'est ce qui nous fait envie dans les magasins, et ben, on n'a plus besoin d'aller consommer. Et c'est pour ça que je dis, changer sa façon de posséder, c'est changer sa façon de consommer, parce que finalement, ce lien très fort, quand on se sent rempli parce que l'on possède déjà, on ne ressent plus le besoin d'aller consommer. Je crois qu'il y avait une YouTube, alors à l'époque, une influenceuse qui disait qu'elle avait fait le pari de... Je crois que c'est même vous, Laetitia, qui nous en aviez parlé, je ne sais plus. Vous savez, qui a passé, je crois... le pari, c'était de passer 6 mois... Ah non, c'est pas moi. Ah, c'est pas vous? Non, c'est une histoire de mathématiques, là, non? Non, je vous laisse finir. Alors, je ne sais plus ce qu'elle faisait, mais en tout cas, c'était il y a longtemps, c'était il y a au moins 3-4 ans. Elle disait qu'elle avait passé le pari de passer 6 mois sans acheter un seul habit. Mais quoi que ce soit, comme elle était complètement frénétique. Et elle est revenue de cette expérience, elle a dit, mais c'est fini, j'achèterai plus rien, peut-être un par an, même pas, enfin voilà, c'est fini. Mais oui, parce qu'on sort de la matrice, c'est comme si on sortait de la matrice, et on se rend compte qu'en fait, on était dans un bonheur qui n'était pas le bon. Exactement, Laetitia. Et effectivement, alors sans être dans cet extrême-là, parce que l'idée, c'est pas non plus d'être dans cet extrême, on est d'accord, de se frustrer. On va perdre des auditeurs là, en plus. L'idée, c'est vraiment... Moi, je sais qu'on a fait une expérience familiale qui nous a... Enfin, moi, qui m'a permis de vraiment rentrer profondément dans cette philosophie. On a fait un long voyage pendant très longtemps. Et là, on ne parle même pas d'essentialisme, on parle plutôt de minimalisme. C'est-à-dire, on vit avec le minimum vital pour voyager. Oui. C'est intéressant de passer par cette case pour revenir à l'essentiel, parce qu'il y a des personnes qui croient, et j'insiste là-dessus, que quand on fait ce travail de tri, on va être complètement dépossédé, et ils tentent pas forcément vers un intérieur minimaliste ou une vie minimaliste. Je pense que c'est important de faire la différence. Pour moi, le minimalisme, c'est vraiment vivre avec le minimum, c'est-à-dire que il y a des personnes, ils sont 4 dans une famille, ils vont avoir 4 fourchettes, 4 assiettes, 4 tasses, voilà. C'est pas l'idée. En fait, si on aime beaucoup la vaisselle, c'est OK d'avoir... On a le droit, quoi. Exactement. On n'est pas là pour compter la quantité de choses qu'il faut avoir. Il n'y a pas de chiffres clés. Ça, c'est important aussi de le savoir. Si on aime beaucoup les robes, on peut en avoir une multitude, et à contrario, avoir aucun pantalon. Enfin, voilà, chacun met le curseur, comme disait Marie tout à l'heure, là où il a besoin de le mettre. J'ai perdu une idée de ce que je voulais dire. Ah oui, tout à l'heure, Annie parlait du beau, de ce fameux kimono qu'elle trouvait beau. Voilà. Excellent exemple. En fait, je pense qu'effectivement, c'est important, quand on fait ce tri, de se dire... au final, in fine, je vais avoir que des choses qui sont belles, qui me plaisent, qui sont utiles.
et qui vont plus être noyées dans un amont de choses qui ne servent à rien, qui ne sont pas belles, que j'ai subies. Et finalement, on n'a pas besoin d'aller courir des magasins pour refaire sa déco. En fait, souvent, les choses sont juste là, chez nous. On a déjà tout. Mais on est toujours en train d'aller chercher ailleurs pour... Non, en fait, virons ce qui ne va pas. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Et gardons et sublimons l'essentiel. Enfin, sublimons ce qu'on a. Du boulot, dans ma vie en tout cas. Bref, Just Like Heaven par Cathy Melua, à tout de suite. And threw his arms around my neck. Show me how you do it, and I promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Dizzy edge, I kissed his face and I kissed his head and dreamed of all the different ways I had to make him glow. Why are you so far away? He said, why won't you ever know that I'm in love with you, that I'm in love with you. Lost and lonely you, strange as angels, dancing in the deepest oceans, twisting in the water. You're just like a dream, you're just like a dream. For days and moving lips to breathe his name, I opened up my eyes. I found myself alone, alone, alone above the raging sea that stole the only boy I loved and drowned him deep inside of me. You, soft and only you, lost and lonely you, just like heaven. You, soft and only you, lost and lonely you, just like heaven. Eh bien, on en a des choses à dire. La preuve, Just Like Heaven sur Radio Notre-Dame et RCF. Ce serait le paradis si j'apprenais à ranger un peu mes placards et ma maison. Sans doute que oui, un peu plus en tout cas. Ici, trier ses affaires nous rendait plus légers. Le tri profond, bien évidemment, mis à l'honneur dans cette émission Quête de sens avec mes 3 invités, Laetitia Valentin Dulac, Marie Quéru, côté arrangement, rangement, même si Marie n'aime pas ce mot. Tri, en tout cas, retour à l'essentiel par la, comment peut-on dire, prise de conscience de ce qu'on a chez soi. Beau, pratique, durable. Marie Quéru. Annie est avec nous également, qui a vécu l'avant-rangement, tri, voilà, retour à l'essentiel et l'après. Et c'est vrai que Annie, vous vous sentez mieux quand même maintenant. On peut le dire, vous vous sentez plus légère. Est-ce que ce terme vous convient ? Oui. Plus légère. Oui.
il y avait aussi, j'avais aussi un aspect par rapport aux mots qui ont été dits tout à l'heure, pratique. J'avais besoin de libérer une penderie pour pouvoir avoir des locataires. Donc, j'ai été motivée aussi par l'aspect pratique. Mais oui, je suis très heureuse d'avoir fait ce travail. Ouais. Et j'ai envie de continuer et j'ai envie de l'approfondir. Ça, on ne faut pas s'arrêter. Je suis partie sur une lancée qui a besoin encore de continuer. Alors, ne plus ranger, page 37, Marie Quérieux. Si nous avons le sentiment de passer notre temps à ranger, c'est que nous nous trompons de combat. Nous essayons de traiter un symptôme plutôt que sa cause. Nous confondons donc trier, organiser et ranger. Aïe, aïe, aïe. Mais oui. Combien de mamans, par exemple, parce que les enfants, comme vous le savez, ils sont charmants, ces petits-enfants, mais sauf que ils aiment bien sortir des choses de caisses et autres placards de rangement. Non, mais c'est vrai que c'est... Là, je me retrouve à 100%, mais je pense que je suis loin d'être la seule, chère Marie. Oui, mais souvent, les symptômes. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas le mot rangement, parce que je trouve que ranger, c'est juste remettre un objet à sa place, et ça, tout le monde sait le faire, c'est juste que ça nous ennuie de le faire. C'est une question de terme ? Oui, en fait, c'est une question de terme, oui et non. C'est-à-dire que c'est aussi une question d'action. C'est-à-dire que ranger devient facile lorsqu'on n'a que ses essentiels et lorsqu'on a moins d'objets. C'est tout simplement mathématique. Vous voulez dire qu'on ne réfléchit plus à là où on l'a pris, où il faut le remettre, c'est ça ? Non, c'est que quand on a peu d'objets et que chaque objet a une place attribuée, eh ben, il suffit de le remettre à sa place et c'est plus le sujet. En fait, quand vous avez sélectionné vos essentiels par mon protocole ou d'autres méthodes mon protocole fait partie d'une des possibilités, eh bien, vous avez autour de vous que vos essentiels et vous vous êtes délesté de ce que j'appelle le trop-plein et donc, par conséquent, ranger devient facile, quelle que soit la taille de votre logement et ne prend que très peu de temps. Et ce n'est plus un sujet. Ça ne devient plus une source d'engueulade ou quoi que ce soit. Ouais. Mais il faut réussir au préalable, et c'est ça qui est difficile, c'est ça qui demande du courage, de se séparer d'objets. Et pour se séparer d'objets, je vous parlais tout à l'heure des facteurs du rapport à l'objet, eh bien, il faut comprendre que c'est notre cerveau donc, qui nous amène à en conserver pour de mauvaises raisons. Et donc moi, le critère que j'utilise pour aider, parce que je pense que ça peut être intéressant pour les auditeurs de savoir mais comment on fait, eh ben, on se focalise sur le doute. Et ça, c'est très simple parce que le doute, il matérialise ce moment où notre cerveau nous sert sur un plateau des arguments rationnels, émotionnels, tout ce qu'on a vu avant, pour nous faire conserver l'objet. Et donc, quand on doute face à un objet, concrètement, il se passe quoi ? On met juste du temps à se décider. Et quand on met du temps à se décider, c'est la matérialisation physique du doute qui s'exprime en nous. C'est-à-dire que notre corps sait déjà, mais que notre cerveau résiste et nous dit « mais si, conserve-le, on ne sait jamais, ça pourrait servir ». Et donc, si on arrive, alors ça demande du courage, hein, mais si on arrive à se rendre compte qu'en présence d'un objet, on doute, et bien à ce moment-là, on se dit, ça veut dire que ça ne fait pas probablement. On ne doute jamais par hasard. Laetitia. Ça, si ce n'est pas un oui évident, clair, et en fait, il n'y a que nous qui pouvons le savoir. Personne à notre place peut décider pour nous de conserver ou pas cet objet. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement. Quand on est 10 dans une maison, c'est compliqué de gérer pour les autres. En fait, il ne faut pas choisir pour les autres, surtout pas le faire. C'est chacun, et même un enfant, parce que tout à l'heure... Un enfant de 3 ans, vous croyez que ma fille peut le faire ? En tout cas, il faut lui montrer. Il faut lui montrer. Il faut que ça devienne naturel. 4 ans, à partir de 4 ans, franchement, moi, j'en ai accompagné certains à partir de 4 ans. Les enfants, ils se posent beaucoup moins de questions que nous. Hein. C'est d'ailleurs très clair pour eux. C'est oui ou non. C'est pas peut-être, on sait jamais. Eux, ils n'ont pas toutes ces questions qui leur viennent, qui leur montent au cerveau. En fait, c'est très clair. Ils savent s'ils aiment ou ils n'aiment pas ce jouet, ou ce vêtement, ou ce livre. Et c'est d'ailleurs hyper intéressant au niveau des enfants. Marie disait, le fait d'avoir moins... c'est plus rapide pour effectivement ranger. Mais ça, je ne vous fais pas dire. Et au niveau des enfants, c'est vrai que les enfants qui ont des chambres qui pullulent de jouets, parce qu'on a l'impression qu'ils vont être plus heureux parce qu'ils ont beaucoup, ils vont pouvoir jouer à beaucoup plus de choses. En fait, c'est complètement l'inverse. Enfin, en tout cas, moi, ça a été prouvé, je crois, par de nombreuses études maintenant, dans les crèches, vous savez, où il y a pas de même dans les crèches, c'est très intéressant. L'idée, c'est effectivement de développer la créativité en ayant moins. Moi, mes enfants, ils ont très peu de choses. D'accord. Et quand il y en a un qui vient me dire en me disant « Maman, je pense que je vais m'ennuyer », je dis « Ah ben là, c'est parfait. Je sais que dans 10 minutes, tu auras la meilleure idée du monde. » Et à chaque fois, ils reviennent en me disant « Je sais ce que je vais faire. » Et en fait, je trouve ça
je trouve ça puissant. Et je pense que surtout, on adorerait s'ennuyer, nous. Et c'est ça, oui. C'est ce que je leur dis à mes enfants. Je dis, quelle chance. On était moins gâtés. J'aimerais avoir... On a besoin d'avoir un peu de temps. Et justement, j'en reviens un peu à ce qu'on disait avant. La puissance si vous évoquiez, Annie, le fait que vous vous sentiez allégée, moi je dirais que quand on fait ce travail, ou en tout cas c'est le but avec l'écologie d'intérieur, c'est de se libérer. C'est la libération. Pour moi, c'est le bénéfice qu'on obtient quand on fait ça. Je considère qu'on a 4 ressources principales, que sont le temps, l'espace, l'argent et l'énergie. C'est ça nos 4 ressources. Ouais. Et en faisant ce travail-là, on remonte la jauge sur ces 4 ressources. Et au passage, on épuise moins les ressources de la planète. Et ça, c'est quand même pas négligeable non plus. Et donc finalement, le compte en banque qui peut nous... Oui, les finances. C'est une des 4 ressources. Oui. Et donc finalement, quand on en revient à cette histoire d'enfant, quand ils ont peu d'objets, franchement, ils peuvent y aller. Ils peuvent mettre le bazar tant qu'ils veulent dans la chambre, ce sera arrangeable. Et donc nous aussi, on se détend. Et donc la jauge d'énergie, elle remonte. Ouais. Vous voyez, tout est lié en fait. Et c'est ça la beauté de l'exercice. Donc effectivement, il y a peut-être des personnes qui vont se dire « Ah oui, mais donc on se prive, etc. » Parce que la société nous fait miroiter que l'objet égale confort, que l'objet égale statut, etc. Mais en fait, on se trompe de débat. Et c'est en ayant moins qu'on se libère pleinement et qu'on est profondément, vraiment heureux. Mais du coup, vous devez mal vivre les périodes de Noël où on s'offre des cadeaux. Ça doit être compliqué, non ? Non, pas du tout. Non, c'est pas compliqué. En fait, c'est quand même un plaisir. Et puis, il n'y a pas que les objets matériels qui peuvent faire plaisir. La dernière fois, on me demandait, mais alors Marie, comment on fait pour te faire plaisir ? Oui. Comment on fait pour faire plaisir ? On m'offre un massage, franchement, je ne dis jamais non. Ou on m'offre du temps avec mon mari, par exemple. Des expériences. Quand une amie me dit, tiens, je prends tes enfants pour la nuit, comme ça, vous avez une soirée tranquille. Merci, plus beau cadeau. Ouais, c'est vrai, ça. C'est ça, vivre des expériences. En fait, mais on est dans une société, je vous parlais, j'en ai 2. Okay. On parlait du récit collectif tout à l'heure. Ce récit collectif de plaisir de consommer qui fait qu'on se sent obligé d'offrir un cadeau et que ça doit être un cadeau tangible parce qu'on doit voir le moment où on ouvre le cadeau. C'est tout ça qu'il faut changer. Moi, c'est pour ça que je vous dis, je ne fais pas du rangement. Je participe, en tout cas, j'essaye à ma modeste mesure, à participer à la transformation des modes de vie. Et moi, ce que je veux modifier, c'est ça. C'est ce récit collectif qui nous fait penser que le bonheur ne passe que par là. Et c'est vrai que nos enfants, je suis désolée de vous le dire, je ne sais pas si vos enfants sont passés par là. Ma fille a 3 ans, par exemple. Et elle est déjà dans j'aimerais bien avoir... Mais je pense qu'elle ne se rend pas compte. Je voudrais être comme, en fait. Je voudrais avoir une trottinette rose comme mon amie XYZ, mon amie Céline. Mais complètement. Et on parlait hors antenne du discernement. En fait, on est en plein dedans. Et l'écologie intérieure, c'est ça, c'est interroger notre rapport à l'objet, s'autoriser à faire différemment que les standards. Ouais. Laetitia, qu'est-ce que vous faites de ça ? Oui, j'allais parler sur autre chose. Sur autre chose. L'idée, c'est effectivement d'éduquer dans ce sens-là, un peu contre cette société dans laquelle on évolue. Pas contre, mais arriver à avoir un certain discernement par rapport à notre société, par rapport à ce que vit notre entourage, comment on sont éduqués. C'est vrai que c'est pas forcément facile par rapport aux enfants, parce qu'ils vivent dans un monde... Moi, je sais que mes enfants, ils n'ont pas de jeux électroniques, par exemple. Ils sont entourés d'enfants qui... C'est ça. Donc, on essaie d'expliquer. Et en fait, je pense qu'en expliquant et en orientant vers d'autres options, ça fonctionne aussi. En fait, il n'y a pas un modèle d'éducation parfait, j'ai envie de dire, mais c'est juste une façon d'expliquer à nos enfants. Et moi, de moins en moins d'ailleurs, ils n'ont jamais été dans cette réclamation, cette quête de toujours plus, mais parce qu'on les éduque aussi vers ça. Et j'en reviens au cadeau, Marie parlait des cadeaux, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas que le cadeau matériel, le cadeau immatériel apporte énormément, voire beaucoup plus que le cadeau matériel, parce que ça marque, quand on parle d'expérience, de vie, d'une expérience avec des grands-parents. Allez passer un moment avec vos grands-parents, une journée, je ne sais pas, dans un lieu... ça marque beaucoup plus les enfants. Ils s'en rappellent, ils vous en reparlent plusieurs années après. Un jouet, il vous en reparlera jamais. Je veux dire, il va jouer avec un Lego pendant un quart d'heure, puis après, une fois qu'il s'est fait, c'est fait. Et puis, il en faut un autre. Et donc, l'idée, c'est d'inverser un peu cette tendance de consommation, en fait, qui nous épuise et qui prend sur notre espace pas de grand-chose, vie, qui nous apporte pas... De prime abord, peut-être, mais... Et on n'est pas plus riche, parce qu'on a beaucoup d'objets. C'est justement tout le contraire. Moi, j'ai un exemple.
J'ai une filleule que j'aime beaucoup et je faisais régulièrement, je lui offrais un week-end par an. On passait un week-end ensemble, soit on allait visiter une capitale, soit, et là, bon, elle est plus âgée, elle a elle-même des enfants, elle me dit, bon, cette année, Annie, j'aimerais bien qu'on passe un week-end ensemble. Chouette. Elle a choisi la destination, on a passé un week-end à Copenhague ensemble. C'est génial parce que non seulement vous faites un cadeau à votre filleule, mais vous faites un cadeau à ses parents qui, pendant ce temps-là, ont du temps aussi pour eux. Enfin, vous voyez, ça va beaucoup plus loin en réalité. Ouais. Ça va bien plus loin que le rangement. Ça va bien au-delà du... Ça crée des liens effectivement, très profonds. pendant le confinement, moi, je sais que j'avais posé une question à ma communauté en disant qu'est-ce qui vous a manqué le plus ? C'était pas d'aller faire les magasins. Hein. Au final, qu'est-ce qui reste dans une vie ? C'est les moments partagés. Ouais. C'est ça qui leur manquait. Ce ne sont pas les objets. Ouais. Donc, qui nous manquait d'ailleurs. Voilà. Ce temps qu'on a pu et auquel on court et voilà, cet espace-temps et qui est vital en fait. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Marie, effectivement, qu'on remplit avec... c'est vraiment, on aurait pu passer des objets, des loisirs, sentimental. Ouais, c'est exactement finalement, ça. On aurait pu très bien le faire. Je crois qu'on l'avait fait la dernière fois, mais vous avez dit tout à l'heure que le bonheur, c'est d'avoir et d'en avoir plein nos armes. Exact, de préférence. Ce sont les paroles. Ça fait le gars derrière cette vie qui est concerné, qui va ranger ce soir, qui a une petite fille aussi. S'ensevelir, vous disiez que c'était le symptôme de quoi, Marie ? Vous ne nous l'avez pas dit tout à l'heure, mais c'est quoi c'est le symptôme de quel se recouvrir d'objets en fait. C'est quoi le comment peut-on dire ? Oui, mais parce que c'est tout votre livre, mais c'est pas grave. C'est le fait de... C'est ce qu'on a dit déjà, c'est-à-dire de la peur de... la fois la peur de manquer, la peur de ne pas avoir comme les copains, la peur... Il y a plein de choses. Vous voulez rester enseveli sous une montagne de choses. Non, moi je parle du trop-plein. Oui. Je parle du trop-plein parce que s'ensevelir, ça peut faire peur aux auditeurs. Ils peuvent se dire, mais moi je suis pas du tout dans cette situation-là. Ouais. Et finalement, c'est un cas extrême. Quand on est vraiment en syndrome de Diogène, qui était l'ouverture de cette conversation. Donc je ne crois pas parler du fait qu'on est enseveli en permanence, mais simplement, effectivement, on a un trop-plein qui est matériel comme immatériel, c'est-à-dire qu'on occupe notre temps, on occupe notre espace, peut-être pour combler autre chose, un manque de sens. C'est ça qu'il faut peut-être chercher, c'est ça que oui, et en fait, eh bien, je vous remercie parce qu'effectivement, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre votre question, désolée. Mais effectivement, le fait de se libérer d'un trop-plein d'objets qui sont là pour de mauvaises raisons permet de libérer et de trouver, d'accéder à cette quête de sens. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus profond que juste une problématique purement ménagère. La bonne élève, elle termine par le nom de l'émission. Oui, j'allais dire ça, elle a terminé par le... Vous revenez comme vous voulez, Laetitia aussi, évidemment. Merci Marie Quéru, Vivre mieux avec moins pour en finir avec le trop-plein. Voilà, votre dernier ouvrage chez Erol. Merci également à Laetitia Valentin du Lac et votre entreprise. Il y a un nom ou pas, Valentin du Lac C'est Espace, bien sûr. Espace, je recherchais. Et Annie, merci. Continuez à bien ranger, à bien trier, à bien vous libérer. Bonne soirée à tous. Merci.